Bonsoir à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Effectivement, il a été question de l'université et un jeune homme m'a posé la question: est-ce que vous allez parler de l'université? En fait, non, mon intervention ne va pas porter sur l'université, mais on en a dit deux mots, j'y reviens juste un instant. Effectivement, mon article précédent porte sur l'idéologie islamiste et indigéniste au cœur de l'université. Et c'est intitulé « Une idéologie mortifère » parce que il m'a semblé extrêmement important que non pas le grand public, parce que la Revue des Deux Mondes, ce n'est pas vraiment le grand public, mais en tout cas c'est un public qui n'est pas strictement lié, associé au monde universitaire, que les gens sachent ce qui se passe à l'université. Ça n'est pas du tout marginal, c'est massif. Et moi qui suis professeur depuis une grosse vingtaine d'années à la Sorbonne, au département de sciences politiques, il faut savoir que donc, les cours sont complètement ravagés par cette idéologie. Et c'est moi, par exemple, qui ai sorti l'affaire Obono, dont vous avez sans doute entendu parler, avec une tribune d'intellectuels qui s'est présenté en opposition à la nomination de la députée indigéniste Obono au conseil d'administration du département de sciences politiques, et également un très grand dossier dans le Nouvel Observateur par le journaliste Mathieu Aron, que j'ai beaucoup sourcé, documenté dans la coulisse, et également un dossier que certains peut-être d'entre vous ont vu dans Marianne. Et donc il y a eu comme ça un effet boule de neige à partir de l'affaire Obono. Il y a eu le Nouvel Obs, Le Point, Marianne, et ça n'est pas fini. Bon, je ferme donc la parenthèse, mais ce que je peux vous dire en résumé, c'est que c'est chaud, c'est très très chaud à l'université, et pas seulement à la Sorbonne. Pas seulement à la Sorbonne, il y a même pire encore que la Sorbonne, et c'est à peu près dans toutes les universités de France. Mais les gens ne le savent pas. C'est gravissime parce que ces gens-là font des petits, c'est-à-dire que maintenant on est presque dans la deuxième génération, parce que c'est une affaire qui s'est insidieusement installée à l'université depuis 10-15 ans. Et donc, ces gens-là ont fait des petits, c'est-à-dire qu'ils ont coopté des doctorants, ils leur ont permis d'avoir des bourses pour des thèses, des allocations, ils sont devenus à terre, ils sont devenus maîtres de conférences. Maintenant, il faut savoir aussi que les institutions sont noyautées. Et quand je dis les institutions, c'est le Conseil national des universités qui est le réacteur de l'université pour le processus de recrutement des maîtres de conférences et des professeurs. Donc, ça n'est pas du tout anodin. Bon, ceci dit, ça n'est pas directement mon propos aujourd'hui. Mon propos, donc, l'intitulé qu'a rappelé l'organisateur, porte donc sur la bien-pensance, qui correspond donc à ce deuxième article, qui est d'ailleurs sorti hier, tout à fait par hasard, ça correspond à la journée, et qui porte donc sur la bien-pensance. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est, j'ai indiqué comme titre, une arme d'intimidation massive. Ça n'est pas le titre, dans la revue, parce que je voulais faire quelque chose d'un peu différent, pas reprendre exactement les mêmes choses, mais là, c'est sur la censure lexicale et une mise à mort sociale. Et donc, je vais développer cette thèse de la mise à mort sociale. Très brièvement, je ne ferai pas aussi long que Didier Maisto. C'est une gageure de passer derrière lui parce que c'était très intéressant et passionnant, et puis parce que c'était très long, et moi, ça sera très concis. Alors, je sais que vous avez déjà il a déjà été abordé la question du droit, les atteintes aux libertés publiques et particulièrement à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de mouvement avec les gilets jaunes. On l'a vu avec les manifestations. Vous n'allez pas là, vous n'allez pas là, vous allez là, vous n'allez ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. On vous met en garde à vous. Oui, aussi. Et puis, on constitue une nasse et vous êtes complètement emprisonné. Comme ça, on peut bien vous gazer, etc. Donc, il y a
Là, ça a été abordé, la question du droit, c'est-à-dire un arrêté préfectoral, c'est-à-dire un texte législatif, c'est-à-dire des propositions de loi diverses et variées qui vont se transformer peut-être en loi. Bref, tout ceci, tout un arsenal judiciaire et la mise en œuvre de lois qui portent sur les libertés publiques et sur la liberté d'expression. Il y a un deuxième point qui a été abordé, notamment très longuement par Didier Maistre, c'est la question des médias. Un contrôle très serré, c'est le moins qu'on puisse dire, des médias, à la fois un contrôle financier, puisque, par exemple, les quotidiens, les hebdos reçoivent des aides de l'État, et donc s'ils ne sont pas bien gentils, bien propres sur eux, ils risquent de ne plus avoir de subventions, etc. Donc ils sont pris à la gorge financièrement, et également un contrôle idéologique. Mais il ne faut pas s'imaginer ce contrôle idéologique d'une manière grossière et rudimentaire du style le PDG ou le ministre qui téléphone et qui dit « bon, alors là, vous allez dire ça, etc. » Non, le journaliste, c'est un bon chien bien éduqué et surtout bien dressé. Il sait, il fait là où son maître lui dit de faire. Hein. Et donc... on n'a pas à lui dire ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Vous regardez BFM ou vous regardez CNews ou vous regardez LCI, vous allez voir que ça marche comme sur des roulettes. Et je dirais même qu'ils anticipent souvent. Ils vont même parfois, ça a été rappelé par Didier Maistre avec le journaliste, là j'oublie, de France Inter, qui parle de vermine, qui est une terminologie nazie. J'ai écrit un ouvrage là-dessus qui s'intitule « La brutalisation du monde ». Quand on commence à utiliser un lexique, un bestiaire où on prend des animaux, des vers, des rats, etc., et qu'on les associe à l'ennemi qu'on désigne, on le déshumanise avant de l'exterminer. Bon, donc ça n'est pas du tout anodin. Bon, je ne pense pas qu'un ministre lui ait téléphoné pour lui dire vous devez parler de vermine. Non, non, il anticipe sur les attentes du maître, en fait. Donc, cette question des médias, elle a été largement traitée. Il y a aussi un autre point, je ne crois pas que ça ait été traité aujourd'hui, c'est celui qu'on pourrait appeler le contrôle Big Brother, c'est-à-dire les caméras à droite, à gauche, bien sûr en référence à George Orwell et à sa dystopie 1984. Donc là, il y a une tentative des censeurs qui vise ces derniers temps, et vous en savez quelque chose tous, ça a été rappelé pour Twitter, mais aussi pour Facebook, il y a une volonté maintenant de mainmise sur les réseaux sociaux. C'est nouveau, ça c'est un nouvel objet, alors avec l'idée des fake news, avec les discours de haine, etc. D'ailleurs, fake news, comme ça a été rappelé par Didier Maistre, c'est un peu en miroir, parce que effectivement, ça a été rappelé avec la salpêtrière, les fake news, elles sont produites bien souvent par le gouvernement et ses affidés, et il désigne les gilets jaunes ou les opposants comme produisant des fake news. C'est quand même un peu fort. Hein. Mais c'est ça le discours pervers, c'est-à-dire qu'on inverse l'agresseur devient la victime, et la victime, la véritable victime, elle est passée sous silence, elle est complètement occultée. Alors moi, je voudrais vous parler de la bien-pensance. C'est évidemment en corrélation avec la question du droit et la question des médias, mais c'est un petit peu différent. Je définirais la bien-pensance comme étant un dispositif de coercition symbolique. Parce que c'est un carcan immatériel. Quand on parle d'un texte législatif ou d'un arrêté préfectoral, on va dire la loi du temps, l'arrêté de monsieur le préfet de numéro temps, etc. Ou si on parle d'une garde à vue, tel jour, telle heure, telle personne assignée à résidence ou autre, bref, c'est très concret, c'est très matériel. On a même des textes qui indiquent, qui institutionnalisent la démarche de contrôle. Là, nous sommes dans un carcan immatériel et c'est beaucoup plus pervers et beaucoup plus difficile à discerner. Alors, j'ai parlé d'armes d'intimidation massive, je vais essayer de développer ce point, parce que l'objectif ultime,
et c'est a work in progress, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un processus en cours. C'est une police, l'objectif ultime, c'est viser à mettre en place une police de la pensée. Une police de la pensée dont chacun, vous, moi, nous serions à la fois l'instrument et la cible. Donc c'est pour ça que c'est très très pervers. Une police de la pensée, je dirais même plus une tyrannie de la pensée. Et je pense qu'on s'achemine, comme dirait Didier Maistre, je n'en dirai pas plus, on s'achemine dans cette logique. C'est cette logique-là qui me paraît être aujourd'hui à l'œuvre. On songe bien sûr à la notion orwellienne que j'ai évoquée 1984, la dystopie d'Orwell, c'est la notion de thought crime, le crime de la pensée. Le crime de la pensée. C'est exactement ça, le thought crime, c'est-à-dire que la bien-pensance repose sur une construction qui est une construction manichéenne, fondée sur une dichotomie, bien sûr réductrice et éminemment simplificatrice, totalement manichéenne, comme je disais, et donc à ce titre fondamentalement idéologique. Alors, je disais deux éléments, une dichotomie réductrice, c'est-à-dire que cette arme de combat va déterminer deux camps. Le camp du bien. Alors, le camp du bien, il se caractérise, parce que j'ai dit que c'était immatériel, mais j'ai parlé aussi de censure lexicale, donc tout est question de mots. Et sur le camp du bien, finalement, il y a des mots qui sont des mots marqueurs, qui sont, je dirais même plus, des mots de passe. Et ces mots de passe, justement, alors là, on rejoint les points précédents avec les médias. Lorsqu'un locuteur va utiliser ces mots de passe, il va y avoir une complicité, je dirais une transaction collusive entre la personne interviewée qui peut être un invité ou un autre journaliste et par exemple Pascal Praud là, dans CNews qui est la puissance invitante. J'aime beaucoup quand il dit bienvenue, etc., comme s'il était chez lui, etc. Alors que, bon, enfin bref. Donc, dans cette première catégorie, on a la doxa. Le camp du bien, c'est la doxa qui pose des mots qui jouent comme marqueur, comme mot de passe, comme mot de reconnaissance, comme on a un numéro de sécurité sociale, on a une puce pour la carte bancaire, etc. Ça permet de nous reconnaître. Et là, ces mots de passe remplissent la même fonction. Ils remplissent aussi la fonction de laisser passer. Laisser passer, laisser ne pas penser. Ça va permettre de vous identifier immédiatement et de vous classer, si vous recourez à ces mots que je vais indiquer, enfin quelques-uns, qui vont vous classer immédiatement dans le camp du bien. Et donc, à partir de là, vous allez bénéficier d'un traitement de faveur. Le traitement de faveur, ça pourrait être d'abord qu'on vous donne la parole, qu'on vous la donne plus longuement, et qu'on ne vous coupe pas systématiquement la parole et qu'on vous invite et qu'on vous réinvite et qu'on vous réinvite. Le samedi, par exemple, si certains d'entre vous ont fait comme moi, n'étaient pas toujours sur les ronds-points ou dans les manifestations, mais devant leur télévision, BFM, etc., comme je le faisais, parce que j'envisage de faire un papier là-dessus, donc je ramasse des matériaux, eh bien, il y avait un certain nombre de personnes que je ne qualifierais pas, qui étaient disponibles le samedi parce que les autres journalistes un peu plus galonnés ne devaient pas être libres, ils étaient en week-end ou autre. Donc, ils étaient constamment réinvités et ils n'avaient rien à dire, mais ils le disaient très longuement pendant des heures et des heures. J'ai vu parfois être invité à 15 heures et être encore là à 18 heures et blablabla et blablabla. Bon. Alors, ça classe immédiatement dans le camp du bien et ces mots, c'est, je dirais que le mot 5 étoiles, vraiment le top niveau du marqueur du camp du bien, c'est vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, là, dès que vous pouvez caser le vivre ensemble, vous êtes déjà... Là, vous n'allez pas attraper quelque chose dans les yeux ou autre, on va vous ménager. Les jeunes, parler des jeunes, hein.
les quartiers, la diversité. Alors vous observerez au passage que ce sont toujours des euphémismes, c'est-à-dire ce sont des mots qui ne disent pas le réel, mais qui le reconstruisent et qui le scénarisent et qui le falsifient, donc parce que ça n'est pas très précis et surtout parfois les jeunes c'est des casseurs ou c'est des gens qui vont essayer de brûler d'autres personnes vives dans leur voiture ou des choses comme ça. Donc c'est pas vraiment jeune, c'est peut-être pas le terme le plus approprié. En revanche, si vous ne pratiquez pas cette novlangue, la novlangue là encore c'est la référence à Orwell, et si vous ne la pratiquez pas, c'est ce qui explique très bien Orwell dans 84, d'abord si vous ne la pratiquez pas, vous êtes immédiatement repéré, puisque vous n'êtes pas dans la doxa, dans la bien-pensance, vous ne grenouillez pas dans le bain, dans le marigot avec tout le monde, vous avez un discours qui sonne différemment. Donc, vous êtes déjà repéré, vous ne pratiquez pas la novlangue, donc vous êtes catalogué ennemi. Vous n'êtes pas catalogué adversaire. Vous êtes catalogué ennemi parce que vous appartenez au camp du mal. Alors, le camp du mal, ça vous relègue immédiatement quasiment en enfer, c'est-à-dire dans la deuxième catégorie. Dans la deuxième catégorie, ce qui est très frappant, c'est que, et c'était particulièrement topique avec les Gilets jaunes, c'est que vous allez être stigmatisé, délégitimé, discrédité, criminalisé. Alors là, on revient avec la catégorie droit, vous allez être criminalisé, on va trouver que grâce à tel texte du code pénal, vous tombez sous le coup de telle et telle sanction. Mais surtout, votre discours va être dépolitisé, c'est-à-dire que les journalistes dont je parlais tout à l'heure, là, du camp du bien, les CNews, BFM et compagnie, ils vont procéder par injonction morale, par approche morale et moralisatrice. Ils vont fonctionner à l'affect et aux émotions et avec des menaces souvent implicites, parfois presque explicite. Quand on parle de vermine, c'est pas tellement implicite. Parce que la vermine, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase, on l'extermine. Donc c'est une association lexicale qui n'est pas anodine, qui n'est pas innocente. Et ensuite, il y a tout un parcours qui mène à la culpabilisation. Si vous appartenez au camp du mal, que vous êtes une vermine et que vous êtes stigmatisé, que moralement vous êtes vraiment quelqu'un d'infréquentable, eh bien, vous êtes coupable et commence pour vous, ou devrait commencer pour vous, le chemin de la repentance. Et très vite, on en vient à ce qu'on appelle dans le jargon la réduction ad Hitlerum, parce que très vite, vous allez être catalogué, j'y reviendrai avec les termes appropriés, mais on va vous mettre dans le camp de l'extrême droite, des fascistes, et très vite des nazis, en fait, ça va très vite, par transitivité. Par transitivité, on arrive à la réduction ad Hitlerum, mais alors là vous ne pouvez plus rien dire, parce que bon, c'est indéfendable et vous ne trouverez personne pour vous défendre si vous êtes accusé d'être le fils ou la fille adultérine d'Hitler, c'est pas possible. Donc, dans les médias, aujourd'hui, comment ça se passe quand vous êtes catalogué camp du mal et que vous ne pratiquez pas la novlangue? Eh bien, vous n'allez pas être invité sur les plateaux télé ou dans les radios, dans les médias. Ou si vous êtes invité, je l'ai vu avec les gilets jaunes, parce qu'au début, comme vous savez, vous avez tous remarqué, il y avait beaucoup de gilets jaunes qui défilaient sur les plateaux télé, mais vous êtes invité, on vous coupe la parole systématiquement, c'est bien difficile de faire une phrase et de la terminer, on vous déstabilise, on vous discrédite, on vous ridiculise. J'ai vu souvent sur des plateaux télé les journalistes en meute rigoler comme des perdus parce que le gilet jaune avait dit telle ou telle chose. Et ça, j'ai remarqué ça aussi assez systématiquement. Et ça ne concerne pas que les gilets jaunes. Je vais donner des exemples très précis. On vous place, si vous êtes pressenti comme le camp du mal, enfin appartenant au camp du mal, on va vous placer face à une meute
à une meute de représentants du camp du bien, y compris si vous êtes journaliste. Je prends 2 exemples. Ce sont 2 journalistes du Figaro, donc pourtant le Figaro, c'est pas Sud Radio, c'est une institution. Vous avez 2 journalistes qui sont très favorables aux Gilets jaunes, et un en particulier pas plus que l'autre, mais parce qu'il a plus travaillé là-dessus, plus publié, c'est Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, il a écrit des textes très favorables aux Gilets jaunes sur son blog, et très souvent dans les médias, sur CNews, dans l'émission de Pro, sur LCI et sur BFM, à chaque fois il intervient favorablement aux Gilets jaunes, et pourtant il est journaliste et il n'est pas né de la dernière pluie, c'est pas un petit stagiaire, il a plus de 65 ans, bon, et il est très, très célèbre, très connu. Eh bien, j'ai vu en direct, dans l'émission peut-être certains d'entre vous l'ont vu, dans l'émission de Pascal Praud, là, le matin à 9h, face à 5 confrères qui se moquaient de lui, qui le traitaient comme un moins que rien, et qui le traitaient de populiste, etc. Bon, bref, mais vraiment, ils l'ont ridiculisé, ils l'ont complètement pourri. Il ne pouvait même pas parler. À chaque fois, il était coupé, notamment par Gérard Leclerc, qui est l'incarnation même de la bien-pensance. Donc, couper la parole, mettre face à vous une meute qui va vous, comme une meute, qui va vous harceler, qui va vous empêcher de parler, qui va vous empêcher de penser, parce que quand vous êtes systématiquement interrompu, coupé, etc., vous êtes en état de sidération, vous ne savez même plus ce que vous... D'ailleurs, ça lui est arrivé. Yvan Rioufol est assez émotif, donc à la fin, il ne sait plus ce qu'il doit dire, il perd ses mots, etc. Bon, l'opération est réussie. C'est exactement le but recherché, c'est qu'il perde ses moyens, qu'il ne sache plus... Il n'y a que Zemmour qui peut réagir à... Pardon ? Oui, Zemmour. Oui, Zemmour est excellent parce qu'il garde ses nerfs, il est implacable, impitoyable, il est très calme et il ne se laisse pas déstabiliser. Mais Rioufol, qui est un émotif, un romantique, etc., il en prend plein la tête. Bon. Donc, l'objectif, c'est de vous faire taire d'une manière ou d'une autre, ou de vous ridiculiser, parce que Rioufol, à la fin, il ne sait même plus ce qu'il dit, tellement il est un peu comme si on l'avait mis dans une machine à laver, là, rayon essorage. Et donc, vous êtes décrédibilisé, vous êtes délégitimé, vous êtes aussi, quand il s'agissait de gilets jaunes, vous êtes criminalisé, parce qu'on vous associe à quoi ? Alors, là aussi, il y a des mots marqueurs pour le camp du mal. Fachosphère, alors ça c'est ce que j'ai développé dans mon numéro, dans mon article. Fachosphère, populisme, complotisme et le 5 étoiles, islamophobie. Alors là, mais souvent vous avez droit à la totale, le package. Et bien sûr, qui dit islamophobie dit racisme, etc. Donc là, vous êtes... c'est la réduction ad Hitlerum qui fait que vous êtes complètement ficelé et vous êtes mort, en fait, sur le plan... C'est pour ça que j'ai intitulé ça une mort sociale, parce que, par exemple, je prends la fachosphère. Je prends juste un exemple. La fachosphère, c'est un terme qui a été forgé il y a maintenant 15-20 ans. Au départ, ça désignait des groupuscules d'extrême droite, très durs, très virulents, qui intervenaient sur les réseaux, et en particulier les blogosphères d'extrême droite. Et puis petit à petit, le terme a ratissé très très large, et on a intégré des républicains souverainistes, on a intégré la droite traditionnelle, par exemple, qui était contre le mariage pour tous. On a intégré des gens qui avaient signé la pétition, si vous vous souvenez, à propos des célébrations sur le 11 novembre, et qui s'étaient opposés à ce qu'on cavale dans le cimetière et qu'on fasse venir un rappeur qui allait vomir son rap dans les cérémonies officielles. Là, on a parlé de ça, je développe ça, on a parlé de fachosphère, et pas, quand je dis on, c'est pas n'importe qui, c'est des ministres, des personnalités politiques de premier rang, très célèbres, qui ont dit c'est la fachosphère, c'est du nazisme, etc. Bon. Donc, on y va vraiment à fond. Et là, la pratique, c'était
pour l'islam, il ne faut pas d'amalgame. Mais là, c'était l'amalgame. Les républicains souverainistes, les républicains catholiques traditionnalistes, des gens comme Alain Finkielkraut, comme Pascal Bruckner, comme Michel Onfray, et comme même le Printemps républicain, qui est une plateforme, une association de gauche. Donc tout ça, c'était la fachosphère. Donc maintenant, la fachosphère, c'est le camp du mal, en fait, c'est-à-dire tous les gens qui sont opposés au camp du bien. Donc c'est pour ça que je disais c'est très manichéen, évidemment, c'est très manichéen. Donc c'est tout un travail symbolique, lexical, qui s'avère d'une redoutable efficacité. Pourquoi d'une redoutable efficacité? D'abord parce que c'est immatériel, c'est pas comme un texte, l'arrêté du temps, bon, on va engager une action en justice pour essayer de faire annuler l'arrêté, etc. Là, c'est assez impalpable, c'est difficile de s'agripper, c'est liquide en quelque sorte, mais c'est d'une redoutable efficacité. Pourquoi? Parce que les gens ont fini, en tout cas une écrasante majorité, et ça fait partie du problème, une écrasante majorité des Français ont fini par intérioriser ces catégories et ce champ lexical avec cette partition. Et à l'insu de leur plein gré, hein, selon la formule des Guignols de l'info, qui était très intéressante. Et j'ai noté, par exemple, que les politiques de droite, par exemple les députés LR, les chefs de file LR, reprennent, qui critiquent Macron, qui critiquaient, je veux dire, avant les européennes, qui critiquaient Macron, etc., reprenaient à leur compte ce lexique, c'est-à-dire... je me souviens avec un de mes collègues, on avait rencontré quelques députés LR et on leur avait dit mais vous ne faites pas de travail sur cette dimension lexicale, c'est dommage parce que vous véhiculez à votre insu, vous faites les petits porteurs, les petits télégraphistes, comme on disait à propos de Giscard pour les plus âgés, mais pour les jeunes, c'est une private joke que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour les plus de 20 ans. Vous faites les porteurs de catégories d'exclusion que vous critiquez, dont vous critiquez l'origine, dont vous critiquez les bénéficiaires, en fait. Mais si vous critiquez les bénéficiaires, c'est-à-dire le gouvernement Macron, et qu'en même temps vous reprenez à votre compte les catégories qu'ils utilisent, et qui, alors là je ne le fais pas maintenant, mais dans mon article, je développe en quoi populisme, conspirationniste, fachosphère de manière plus détaillée, ou islamophobie, il y a beaucoup à dire, pour déconstruire ces termes qui en fait ne donnent pas d'informations précises et documentées sur ceux qui sont désignés comme les ennemis, mais qui donnent en fait des informations précieuses sur ceux qui formulent ces accusations. Et donc, en fait, il s'agit d'une guerre lexicale, mais d'une guerre qu'il ne faut pas négliger, parce qu'aujourd'hui, les conflits, et notamment avec les Gilets jaunes, ils se font aussi sur une base lexicale. Et si on en reste à la doxa et au camp du bien, finalement, on s'aperçoit que toute analyse critique est impossible. Vous êtes simplement condamné à l'approbation et même à la vénération de Jupiter & co. Et le moindre questionnement est considéré comme conspirationniste. Souvenez-vous, avec l'incendie de Notre-Dame, le seul fait que Nicolas Dupont ait posé la question, mais quelle est l'origine? Est-ce qu'il va y avoir une commission d'enquête parlementaire pour rechercher les origines? Immédiatement, sur les plateaux télé dont je parlais tout à l'heure, immédiatement, il a été traité de conspirationniste, il a été blacklisté, et après, on ne l'a plus entendu, ils ne l'ont plus invité. Donc, on en arrive à ce que Alain Finkielkraut a, enfin, pas sur cette question-là, mais j'utilise son expression, on en arrive en fait à une
défaite de la pensée, parce qu'on doit être uniquement dans l'approbation, dans la génuflexion, et on doit être les simples petits porteurs de la bien-pensance, les répétiteurs de la bien-pensance. C'est vous dire à quel point la bien-pensance est un outil d'une redoutable efficacité, parce qu'elle permet de disqualifier, d'établir une discrimination entre les bons et les mauvais, sur le plan social, bien sûr, sociopolitique, et les mauvais, on va les criminaliser, on va même pouvoir tirer sur eux, leur crever un œil, leur arracher une main, etc. Donc il faut appréhender la bien-pensance, même si elle est immatérielle, comme quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est un instrument de combat. C'est un instrument, enfin en tout cas c'est ma thèse, et à mes yeux c'est un instrument de combat qui est trop négligé, qui est destiné en fait à mener des luttes politiques et surtout à les gagner. Parce que la bien-pensance, elle permet d'appréhender un conflit social, et elle permet aussi ensuite de reconstruire ce conflit social en tenant un discours scénarisé, bien clean, bien reconstruit, et en fonction, c'est bien connu, les historiens savent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est bien connu, et donc ça sert à mener des luttes politiques, mais surtout à les gagner dans le champ social, et donc, en fait, à maintenir un contrôle sur les esprits et à disqualifier les attentes populaires en les criminalisant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.